Sans agriculture, on ne sait pas trop ce qu'on va manger et je préfère manger ce que je produis que manger des choses qui viennent de très loin. Je suis épicurien, j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien manger des produits que je connais, des produits issus de ce qu'on a fait chez nous. Alors des fois j'ai un peu moins envie de me lever, mais tout le jour je me lève avec un grand sourire. Tu vas te dire que ce que tu as produit sur un hectare de vigne, tu vas faire 7-8 000 bouteilles et tu vas te dire que potentiellement ça fait 30 000 personnes, entre 25 et 30 000 personnes qui vont prendre plaisir à goûter ton produit. Et ça c'est un kiff. Bonjour, Luc Pierron, je suis viticulteur dans le sud du Beaujolais, dans la région des Pierres Dorées. Je suis viticulteur depuis 20 ans. Aujourd'hui, j'exploite un peu plus de 100 hectares, tout confondu, avec une trentaine d'hectares de vignes. J'ai 3 salariés à plein temps pour m'aider dans les tâches quotidiennes. C'est un métier passionnant, c'est un métier avec une notion de vivrier, parce que sans agriculture, on ne sait pas trop ce qu'on va manger, on n'a jamais encore mangé des cailloux. Et je préfère manger ce que je produis que manger des choses qui viennent de très loin, où je ne connais pas comment c'est produit. Je dirais humain, parce qu'il y a un facteur humain, on a beaucoup d'interactions avec nos consommateurs, avec les gens qui passent au quotidien nous voir dans les vignes, dans les terrains, nos voisins, parce qu'on a aussi des interactions avec eux, étant donné qu'on utilise des produits pour protéger nos cultures, donc il faut qu'on explique de plus en plus, parce que les gens ne savent pas forcément pourquoi on fait ça, pourquoi on fait tôt le matin ou tard le soir. Le dernier mot, aléatoire, parce que je trouve qu'avec le changement climatique ou le dérèglement, je ne sais pas s'il n'y a que ça, mais ça devient de plus en plus aléatoire et compliqué à produire. Alors un, à cause du climat, et deux, par rapport à toutes les normes qu'on nous impose de plus en plus, aux réductions de produits qui nous permettaient de protéger nos cultures facilement, et puis au changement de pratique qu'on a nous, parce on doit aussi s'adapter à tout ça, et on doit aussi s'adapter par rapport à ce qu'on a envie de faire et envie de produire. On produit pour nourrir. Je suis épicurien, j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien manger des produits que je connais, des produits issus de ce qu'on a fait chez nous notamment, ou autour dans mon département, parce que j'ai la chance d'être dans le département du Rhône où on a toutes les productions sauf les poissons. On ne fait pas de poisson chez nous. Et en fait, c'est de produire pour qu'on puisse ne plus avoir de famine, c'est-à-dire manger à notre faim avec des produits de qualité, des produits sains. Et dans le mot qualité et sain, je n'opposerai pas le bio et le conventionnel, parce que chacun a besoin de faire ce qui lui plaît, d'acheter ce qui lui plaît. Moi, je suis HVE3. Donc c'est la haute certification valeur environnementale. J'ai été TerraVitis dès que je me suis installé en 2005. TerraVitis, c'est un label propre à la viticulture qui a été monté par des pionniers dans le Beaujolais et qui a fait boule de neige. Donc maintenant c'est une association nationale. Je suis passé HVE3 par souci du collectif où en fait on arrivait plus à valoriser le HVE que le TerraVitis. Et je me dis qu'en fait en faisant tout ça, j'aurais pu passer en bio, sauf que le bio, il y a des choses qui ne me correspondent pas dans la façon de faire, où je suis pas assez pointu pour aller dans ce style-là. J'ai des clients, j'arrive à expliquer largement aux gens qui viennent travailler chez moi, notamment les vendangeurs qui pour le coup sont plus branchés bio, écologie, où il faut tout respecter, mais quand je leur explique la démarche que j'ai, comment je fonctionne, la tolérance que j'ai à l'herbe, que j'ai aux maladies, aux insectes. Ils me disent que finalement ça leur convient parce qu'en fait je sais expliquer pourquoi j'ai fait des choix et les choix leur paraissent cohérents. Donc je me dis que voilà, pour moi le sens en fait il est là, c'est de savoir expliquer pourquoi on fait ça. C'est pas l'emploi et l'agriculture, c'est l'emploi en agriculture. Parce que pour moi, c'est étroitement lié, surtout dans les productions végétales comme nous on fait, donc c'est-à-dire maraîchage, arbo et viti. Parce que tout au long de l'année, on a besoin de personnel pour nous aider à travailler. Jusqu'à maintenant, on avait de la main-d'œuvre assez locale. C'est-à-dire que les gens venaient de 4, 5, 10 km. À l'époque, mes parents, ils avaient quelqu'un qui habitait dans le village d'à côté, donc 2,5 km, parce que tout le monde était branché à l'agriculture. Il n'y avait pas beaucoup de sollicitations ailleurs. Les gens n'avaient peut-être pas forcément fait beaucoup d'études non plus, donc ils avaient un peu moins le goût à voyager. Et c'était des très bons salariés, souvent des amis, parce qu'on partageait beaucoup de choses, un peu plus que le travail d'ailleurs. Et avec le fil en aiguille, on a un peu perdu ce lien, cette proximité. On le voit, hein, il y a moins de fils ou de filles d'agriculteurs qui reprennent l'exploitation ou qui travaillent, parce qu'ils partent de plus en plus tôt faire des études ailleurs. Donc c'est un peu le petit lien qui se coupe, c'est qu'en fait ils partent, pas par choix, mais ils partent juste ailleurs pour faire les études. L'emploi en agriculture, ça devient un peu compliqué, parce que les saisonniers ont moins envie de rester.
Ils bougent de plus en plus et ils aiment bien changer de région. Une fois qu'ils ont fait 2-3 campagnes, 2-3 saisons, je sais pas, on va dire dans le Beaujolais, ben, ils aiment bien aller dans les PO, ils aiment bien aller en Corse ou aller en Champagne pour voir un peu comment ça se passe. Souvent ils reviennent parce qu'on a un accueil qui est assez sympathique, donc ils reviennent. Mais voilà, ça bouge, ce qui fait qu'on se retrouve avec un peu un creux en termes de main d'œuvre, surtout locale. On avait la chance d'avoir, il y a 25 ans, énormément d'étudiants qui venaient notamment pour les vendanges parce que les rentrées étaient fin octobre, début octobre, entre début et mi-octobre. Là aujourd'hui ils rentrent début septembre, les vendanges sont souvent fin août, début septembre, donc ça colle pas trop avec leur calendrier. Par contre, ils finissent l'école plus tôt, ils rentrent plus tôt mais ils finissent plus tôt, donc des fois on arrive à les avoir dans les travaux en verre, donc sur fin mai, juin ou juillet. Sur le département, comment ça s'organise? Il y a beaucoup de bouche à oreille. De plus en plus, maintenant, on met des annonces sur les réseaux sociaux, ça marche assez bien. On a aussi organisé des offres collectives avec le groupement d'employeurs notamment, qui a permis depuis quelques années de faire de la mise à disposition personnelle sous différentes formes, soit principalement parce que les gens ne veulent plus faire d'administratif. Donc en fait, ils nous délèguent toute la partie administrative et eux, ils s'occupent de l'hébergement, de l'encadrement, pas de souci. Et puis il y en a d'autres qui ont des besoins qui sont plus restreints et qui ont plus de mal à trouver du salarié, une grosse troupe. Donc ils nous disent, ben, j'ai besoin de 1, 2 jours, 3 jours de vendange avec 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Donc nous, au groupement d'employeurs, ils prennent la demande et ils essaient de jongler avec les différentes exploitations pour que les salariés aient plaisir de venir sur une grande période pour qu'ils aient un vrai salaire qui compense le déplacement et que chacun trouve son compte. Donc c'est plutôt une bonne opportunité. La chance qu'on a, c'est de faire partie d'un réseau national, donc la FNSEA, et ils ont souhaité sécuriser un petit peu l'embauche de saisonniers, notamment étrangers. Alors c'est pas pour forcer les gens à recruter des saisonniers étrangers, mais c'est plus pour sécuriser parce que ça devient de plus en plus complexe. Donc ils nous proposent une offre qui s'appelle Mes saisonniers agricoles. Et là je trouve que c'est un réel avantage et une sécurisation totale. Quand on discute avec l'inspection du travail, elle nous dit clairement que pour eux c'est un peu révolutionnaire parce qu'ils savent que on arrive dans une démarche qualité. On pourrait presque dire on est en train de développer une marque employeur qui fait que à partir du moment où tu diras que tu es adhérent, que tu es passé par cette offre-là, si tu as un contrôle, tu crains presque rien. On a oublié de mettre en avant toutes les choses qui font rêver et pourquoi les gens venaient bosser en agriculture. C'est pour le côté convivial, c'est pour l'accueil qu'on peut avoir, c'est pour les relations qu'on peut avoir, c'est les échanges et c'est la richesse et le sens qu'on peut donner à notre métier. Si tu as la chance de faire une saison complète, tu vois entre le moment où la plante pousse et jusqu'au moment où tu ramasses le fruit de cette plante-là. Et ça, pour le coup, c'est hyper intéressant. Et je pense que c'est la plus belle période, en fait, c'est d'arriver à voir et quantifier et prendre conscience de tout le travail que tu as fourni, tous les aléas climatiques qui a pu te tomber dessus, mais de voir tout ça bout à bout et d'arriver au final. Alors, moi, je suis viticulteur, donc y avoir un beau raisin, alors des raisins qui ont du goût, qui ont une belle couleur. Ben, quand tu as commencé par la taille, où c'est en hiver, où il fait froid, où des fois tu as de la neige, où tu t'es gelé et tu dis je sais pas pourquoi je fais ce métier, ben, quand tu arrives au vendange et que tu vois le fruit de ton travail, et là tu dis ouais, il y a vraiment du sens, tu sais que tu vas faire plaisir aux gens et tu imagines en fait ce que vont ressentir les gens quand ils vont ouvrir une bouteille et goûter un verre de Beaujolais notamment. Et là tu dis tu vois, ça c'est quelque chose qui me fait plaisir et qui me fait que tous les jours je me lève. Pour moi, le syndicalisme, c'était quelque chose qui était dans mes racines, comme l'intérêt du collectif. Mon père était syndiqué et il m'a toujours parlé positivement du syndicalisme. Je suis rentré à l'époque au service de remplacement, j'étais président de mon service local, après départemental, et du coup ça m'a permis de découvrir aussi tout le maillage territorial des OPA, du syndicalisme. Au départ ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit ils sont un peu de partout, mais je me suis aussi dit c'est aussi une force, c'est qu'on arrive à faire de la veille, à être à l'écoute, à essayer de répondre, à trouver des solutions. On a plein de petites victoires qu'on n'arrive pas assez à mettre en avant et en fait c'est ce genre de choses qui m'a fait rentrer dans le syndicalisme. Pour l'instant je m'éclate dans ce que je fais. J'attends pas forcément beaucoup de reconnaissance des gens qui sont autour de moi parce qu'ils ne s'en rendent pas compte et comme je disais c'est des toutes petites victoires, donc ils disent oui mais vous avez fait ça pour pas grand chose. Par contre quand on voit nous et qu'on fait la liste de tout ce qu'on a eu ou de tout ce qu'on aurait ne pas pu avoir si on n'avait pas été là, en fait c'est ça qui est intéressant, c'est de faire l'effet inverse, c'est de se dire si on n'avait pas été là, alors il y aurait peut-être d'autres personnes, mais s'il y avait personne qui avait défendu le beefsteak, et ben en fait le beefsteak il n'y en aurait peut-être plus. Sauf qu'en fait si personne ne se syndicalise, au bout d'un moment il n'y a plus de syndicat et il n'y a plus personne qui te défend et sans collectif on n'est plus rien. Qu'on essaye de rendre le syndicalisme et l'adhésion au syndicat intéressante et de proposer des choses que les autres ne font pas ou avec un tarif vraiment différencié et qui permet à nos adhérents de comprendre que la cotisation en fait à partir du moment où ils utilisent un ou deux services, elle est très vite rentabilisée et le fait d'être dans le collectif permet de continuer à défendre et faire de la veille en permanence. Si on parle emploi, ouais, le TODE,
Le maintien du dispositif travailleur occasionnel, demandeur d'emploi. C'était un travail de longue haleine, tous les 2 ans ou tous les ans, où il fallait qu'on remonte, qu'on reparle à nos députés, qu'on reparle à tout un tas de personnes qui nous connaissaient sans nous connaître. Ils disaient mais oui, on vous aime, et en fait ils disaient oui, ben on va essayer. Des fois ça passait pas, et là on sait qu'en fait on s'est inscrit dans le long terme. Pour moi ça fait partie des petites victoires, mais qui vont donner un vrai signe positif à tout le monde. Donc ça veut dire qu'on peut donner un peu plus, tout en restant dans des charges acceptables pour nous. Donc ça veut dire qu'on peut redevenir un peu plus attractif et on peut fidéliser nos salariés. Et on essaye de mettre en place des choses un peu différentes de ce qu'on a l'habitude. C'est pas que le salaire qui fait qu'on fidélise et qu'on devient attractif. Au niveau de notre FDSEA dans le Rhône, je dirais les commandes groupées de GNR. Parce que ça fait 7-8 ans que ça marche vraiment. Et là on est en train d'exploser. On voit vraiment l'impact. Pareil, ça fait partie des toutes petites victoires, mais qui en sont une très grande parce que quand tu as moins de trésorerie à sortir, les temps un peu difficiles, c'est plutôt positif. C'est une responsabilité d'être chef d'entreprise parce qu'aujourd'hui, nos exploitations agricoles sont des entreprises. Et je pense que cette notion-là, elle est importante. C'est quand on s'installe, il faut qu'on soit très bon techniquement pour cultiver, même si on a des aides à côté, des techniciens qui peuvent nous aider, mais il faut quand même qu'on soit bon. Il faut qu'on ait de la résilience, il faut qu'on ait de l'abnégation, il faut qu'on ait de l'envie tous les jours. Il faut qu'on sache lever la tête quand c'est difficile, il faut qu'on sache admettre qu'on s'est trompé. Par contre, on a des soutiens tous les jours. Des voisins, de nos pairs, des instituts techniques, dans le syndicalisme, dans la coopération, dans les CUMA. On a un réseau qui fait qu'investir, on peut le faire en individuel, donc là c'est un peu cher, mais on peut le faire aussi en collectif, ce qui nous permet d'aller un peu plus vite, d'avoir du matériel tout le temps neuf, d'avoir un réseau et d'avoir en fait des gens qui peuvent t'écouter et qui voient si tu vas ou si tu vas pas bien. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Alors faire dans une société individualiste, en fait, on a encore des valeurs collectives qui sont hyper fortes et humaines, et je pense que dans l'agriculture c'est ce qui fait et c'est ce qui fera qu'on continuera à être attractif, et il faut qu'on mette cela en avant pour que les jeunes ils aient envie de revenir chez nous. Il y a la manière collective, donc là principalement pour l'eau, où retenue collinaire est retenue pour plusieurs personnes. Ça, je pense que ça marque en fait, et ça permet aussi d'expliquer aux riverains, aux gens qui passent, le pourquoi on fait. Et le plusieurs personnes ne veut pas forcément dire que seulement l'agriculture. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi besoin d'eau et qui pourraient venir chercher. On parlait de feux de forêt il n'y a pas longtemps, ça peut être aussi un moyen de pompage et d'avoir de l'eau à des endroits où potentiellement il n'y a pas de borne d'incendie. Ça peut être aussi le partage de l'eau avec certains voisins pour d'autres, arroser leur jardin, leur pelouse. C'est intéressant d'avoir de l'eau qui n'est pas potabilisée ou potable pour arroser les jardins. Donc ça, je pense que ça peut avoir un attrait, et le partage avec le hors agricole est intéressant parce que ça leur permet de comprendre pourquoi nous on a besoin d'eau. Leurs chiens ils boivent, de leur expliquer que nos vaches elles boivent toute l'année, ils le savent, mais de leur redire, c'est aussi intéressant. Pour moi, la lutte contre le gel, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment se battre contre un moulin, parce que c'est sur une grande période et c'est plutôt coûteux parce qu'on n'a pas de moyen de réchauffer l'atmosphère de partout, c'est compliqué. Enfin là, pour le coup, je pense que personne ne comprendrait. Après, il y a des moyens qui sont mis en place. Il y a un voisin qui a essayé une tour, donc c'est un gros ventilateur style éolienne qui brasse l'air. Alors ça a été efficace chez lui cette année là pour le gel, donc tant mieux. Par contre, les voisins braillent un peu parce que ça fait beaucoup de bruit, on dirait un hélicoptère. Donc voilà, il faut aussi ménager un peu tout le monde. Une fois dans l'année, et si ça démarre, ça marche. Si c'est 4-5 matins de suite entre 3h et 8h, à une période où tu dors jusqu'à 8h, c'est pas top. Donc ça, voilà, il faut aussi bien le placer. Par contre, on a d'autres moyens, notamment sur la grêle, où là, on a des moyens collectifs et des moyens individuels. Sur le département du Rhône, on a la particularité d'avoir un département qui est complètement couvert par la lutte anti-grêle, de manière collective, avec 2 procédés. C'est que des résultats positifs, donc voilà, ça peut faire partie des choses qui nous feront avancer. Ces filets-là, on les retrouve aussi sur l'Arbaud, parce que pareil, ça a aussi un impact pour eux au niveau de la grêle. Et ils ont aussi une particularité pour eux, c'est qu'ils mettent un parapluie dessous, parce que c'est plus facile de récupérer l'eau et de la mettre quand le végétal en a besoin, plutôt que d'avoir des grosses quantités d'eau qui arrivent, qui font exploser les cerises, notamment quand elles sont mûres. Voilà, donc on commence de plus en plus à imaginer des dispositifs pour arriver à se prémunir de certains aléas climatiques. Par contre, ces dispositifs ont souvent des coûts, et que ce soit collectif ou individuel. Et pour ça, on a la chance d'avoir une région et un département qui nous aident, qui nous suivent, qui nous soutient financièrement. Ils nous soutiennent beaucoup moralement, mais ils nous soutiennent aussi financièrement, et donc les deux c'est très agréable parce que le moral c'est bien, mais ça nous aide pas nous. Là avec le soutien financier, ça nous aide aussi techniquement, et voilà, ça fait partie des choses qui font que notamment le syndicalisme a un intérêt, parce que là on y va pour défendre le collectif. C'est plus facile d'aller chercher une subvention quand on défend un collectif que d'aller chercher une subvention quand on se défend tout seul.
rendez-vous dans les exploitations et venez découvrir notre métier. Vis ma vie d'agriculteur, tu comprendras et prends plaisir, prends autant de plaisir à manger ce que je fais que moi j'ai du plaisir à le produire. J'inciterai fortement mes collègues agriculteurs à faire des portes ouvertes, à expliquer leur métier et à ne pas hésiter à montrer ce qu'on fait. Je peux aussi faire passer des messages. Ça fait 2 ans qu'on organise, avec l'arrivée des nouveaux venus, nouveaux habitants du village, une petite circulation dans le village où on leur explique l'histoire du village et on leur explique aussi pourquoi il y a de l'agriculture, avec les côtés positifs, mais aussi les côtés un peu négatifs, c'est-à-dire qu'on passe des fois le soir tard, on fait du bruit, on passe des produits de traitement, des fois il y a de la terre sur les chemins, mais pourquoi on fait ça? Et si on fait ça, c'est aussi pour qu'ils aient des beaux paysages, qu'ils puissent profiter de ces paysages, qu'ils puissent marcher. Ne passez pas n'importe où, n'importe quand, prenez les chemins, ne laissez pas vos chiens divaguer. C'est des petits messages en fait, c'est pas grand chose, mais c'est super important. Et je me rends compte que depuis qu'on fait des manifestations au village où on parle de notre métier, alors les gens ils nous voient avec le sourire ou des fois avec une triste mine, mais ils comprennent. Et depuis qu'on fait ça, moi je m'attelle à faire ça depuis une dizaine d'années vraiment parce que je me suis dit que c'était important. J'ai un peu embringué quelques copains du coin et ça marche. Et ben les gens nous voient différemment, ils nous crachent plus dessus, soit verbalement, soit physiquement, mais ils nous disent bonjour. Ils n'hésitent plus à nous interpeller parce qu'on leur a dit mais venez nous voir, si vous avez une question, posez-la nous, sans problème. Peut-être qu'on ne sera pas en capacité de vous répondre parce que s'ils m'interpellent quand je traite et que le vent se lève ou qu'il va pleuvoir, ben, je vais leur dire, j'ai appris à communiquer avec eux et leur dire j'ai pas le temps, reviens demain, on boit un coup ensemble ou je passe te voir. Et honnêtement depuis ce jour-là, ben, on a repris plaisir à travailler dans nos petits villages ruraux mais qui sont très proches de la ville.